d'Ivoire est parfaitement inadmissible. Des élections ont eu lieu sous le contrôle des Nations Unies. Elles ont été validées par les Nations Unies. Mieux, la totalité des États africains ont reconnu l'élection d'Alassane Ouattara, président démocratiquement élu à la tête de la Côte d'Ivoire, en violation de la volonté du peuple ivoirien, qui avait déjà été privé d'élection pendant 10 ans. M. Gbagbo se maintient au pouvoir, ses partisans tirent, il y a eu, on ne sait pas le nombre de morts, mais il y a eu des morts dans les rues d'Abidjan hier, c'est un scandale. Laurent Gbagbo et son épouse ont leur destin entre leurs mains. Si avant la fin de la semaine, ils n'ont pas quitté le poste qu'ils occupent, Laurent Gbagbo, en violation de la volonté du peuple ivoirien, ils seront nommément sur la liste. Là, après justement 4 mois de lutte acharnée, on l'a dit tout à l'heure, le président Laurent Gbagbo, justement à cette époque, en avril 2011, est finalement tombé face à ses adversaires, à ses rivaux, face bien sûr à Alassane Ouattara, lui qui a été fortement appuyé par l'armée française et bien évidemment l'ONU, parce qu'il faut le rappeler, l'eût été justement ces forces étrangères. La résistance du côté bien sûr du président Laurent Gbagbo était véritablement tenace. Cela fait donc exactement 9 ans, 11 avril 2011, 11 avril 2020 justement, que ce coup d'État de la France contre la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire ont donc eu droit de citer le président ivoirien sortant Laurent a justement été arrêté ce lundi 11 avril 2011. C'était donc à l'issue sur sa résidence à Abidjan, des forces de l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara, appuyées bien évidemment par les forces aériennes et blindées des forces françaises et de la mission bien sûr des Nations Unies. L'histoire du moins nous la connaissons. C'est vrai que tout à l'heure notre invité reviendra sur les faits de cette arrestation, mais nous savons que le président Laurent Gbagbo et bien sûr plusieurs de ses proches, notamment le ministre Charles Blé Goudé, ont été écroués du côté bien sûr de la Haye pendant donc plusieurs années, puis ces derniers ont été acquittés faute de preuves qui les accablaient véritablement dans ce dossier du coup d'État bien sûr de la France du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui donc plusieurs questions reviennent dans les mémoires des uns et des autres. Plusieurs questions habitent justement les chaumières, pas que des Ivoiriens, mais les chaumières également des panafricains, les chaumières de ces personnes qui veulent connaître effectivement la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce 11 avril 2011. Pourquoi l'ONU et la France, justement sous Nicolas Sarkozy, ont-elles décidé de bombarder le président de la République
République de Côte d'Ivoire, son Excellence Laurent Gbagbo. Que s'est-il donc passé réellement en Côte d'Ivoire avant et après le 11 avril qui a vraiment massacré les populations du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire, vu que le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Et donc le président Gbagbo qui est justement acquitté avec son ministre Blé Goudé, pourquoi jusque-là la CPI et la communauté internationale refusent de convoquer le camp Ouattara? Qui sont les véritables coupables? Si ce n'est pas le président Laurent Gbagbo et bien sûr toute sa clique, il y a bien évidemment un coupable. Qui est donc ce coupable et pourquoi jusqu'ici la communauté internationale et la CPI ne veulent pas convoquer l'autre camp également présent lors de ces attaques meurtrières du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire? Que va-t-il donc se passer pendant et après l'élection présidentielle d'octobre à venir du côté de la Côte d'Ivoire? Voilà autant de questions qui, voilà, jusqu'ici, meublent le quotidien de plus d'un panafricain. Et donc, pour en savoir davantage, nous le disions encore, nous allons les retrouver notre invité. Il s'agit du docteur Boga Sako Gervais, président fondateur de la FIDOP et bien sûr de la GRADLH Afrique et 5e vice-président des EDS. Bonsoir et bienvenue. Profiter pour saluer les compatriotes ivoiriens, africains qui sont branchés également sur cette chaîne de médias en ligne qu'on appelle Ovachab. Je voudrais saluer le directeur et responsable de Afrique Média pour sa grande contribution à la démocratisation de l'Afrique, à la cohésion, à l'unité, à l'émancipation de l'Afrique. Je voudrais saluer ce média d'Afrique Média. Je voudrais saluer tous les techniciens et saluer tous les responsables, saluer le responsable de la programmation, saluer vous-même, chère madame journaliste, qui ce soir sacrifié de votre temps pour nous permettre de faire un point d'honneur sur le 11 avril 2011. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes bien aujourd'hui le 11 avril 2011. 2020, de 2011 à 2020, cela fait 9 ans. 9 ans jour pour jour. Et l'actualité aujourd'hui, c'est le coronavirus. Et le monde entier est confiné. Nous sommes tous confinés. Mais il y a 9 ans, jour pour jour, ce n'était pas le coronavirus qui était à l'ordre du jour. Il y a 9 ans, ce qui était à l'ordre du jour, sur toutes les chaînes de télévision du monde entier, c'était l'image d'un président de la République. Une République qui a eu son indépendance, un pays qui a eu son indépendance le 7 août 1960, la Côte d'Ivoire. Celui qui incarne ce pays a été présenté sur les médias du monde entier. Le torse nu, maltraité par des badauds, par des soldats qui l'ont traîné de la résidence présidentielle jusqu'à l'hôtel du Golfe. C'était le 11 avril 2011, aux environs de 11h midi. Toute la planète était plaquée, focalisée sur ce monsieur-là, le président Laurent Gbagbo. Et tout Ivoirien et tout Africain s'est senti blessé dans sa chair, parce qu'on nous a bafoués, on nous a humiliés. Le président de notre pays, présenté comme cela à la face du monde. Donc, le coronavirus tue. Il nous a tous confinés aujourd'hui. Mais le virus de l'impérialisme, le virus de l'impérialisme français, le virus de la France-Afrique a tué dans mon pays. Et quand on fait le bilan des personnes qui ont péri à cause de cette guerre que la France a pilotée dans la Côte d'Ivoire, on nous dit officiellement qu'il y a eu 3000 morts. Mais en réalité, les chiffres varient entre 15 000 et 16 000. Et ce n'est pas Dr Boga qui invente les chiffres. Je prends pour référence la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui a été mise en place par M. Ouattara au moment où il était tout puissant, l'homme fort, investi par la communauté internationale. Et il a confié cette commission-là à M. Charles Konan Badi, l'ancien gouverneur de la BCAO.
piloté cette commission. Et le rapport final de cette commission d'enquête n'a pas été diffusé par M. Ouattara parce que les chiffres étaient énormes. Et les forces de M. Ouattara étaient accablées. Cette image du président Laurent Gbagbo montrée à la face de la planète comme un vulgaire bandit, on lui dit un dictateur, un criminel. Cette image-là rappelle une autre image. Quelques années en arrière, je vous ramène au 30 décembre 2006, l'image de Saddam Hussein, le président de l'Irak, qui est présenté à la face du monde comme un bandit. Et nous étions le 30 décembre, ça veut dire qu'en fin d'année. Et cette journée-là coïncidait avec la plus grande fête musulmane, la Tabaski, en tout cas dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Et à 11h30, quand on allumait les télévisions, c'était pour voir la tête de Saddam Hussein avec une corde au cou. On s'apprêtait à prendre un président de la République. Mais quand on pense à Saddam Hussein, plusieurs années après, on va se rendre compte que c'est sur la base des mensonges. George Bush a menti. Ce président américain avait dit que Saddam Hussein préparait des bombes de destruction massive. Et il n'en a rien été. Et on a détruit un président, on a détruit un pays. Et la conséquence, c'est quoi? L'Irak est irrécupérable aujourd'hui. On a tué Saddam Hussein le 30 décembre 2006. L'Irak est foutu. Jusqu'à aujourd'hui, on cherche la paix. L'image du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011 rappelle encore une autre image. Je vous ramène, dans la même année de 2011, je vous ramène en octobre, le 20 décembre 2011. C'est le président Muammar Kadhafi, là-bas en Libye, qu'on a sorti comme d'un trou de rat. Le grand Muammar Kadhafi, le guide libyen, et on l'a assassiné, pratiquement en direct. Depuis l'assassinat de Muammar Kadhafi, la Libye est foutue. Et la Libye est devenue aujourd'hui le réservoir du terrorisme, du banditisme et de l'esclavage des fils d'Afrique. Des Ivoiriens sont vendus, des Camerounais sont vendus, des Sénégalais vendus en Libye. Parce que l'Occident a décidé que Muammar Kadhafi était un dictateur. Alors, question, qui décrète les décrets des dictateurs? Qui décide que tel dictateur, tel ne l'est pas? Le président Laurent Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011. Et dans les circonstances, et lui-même il explique, parce que bon, les autres n'aiment pas souvent lire. Le président Laurent Gbagbo a parlé à travers un journaliste qui a écrit un livre, François Mattei. Le livre s'appelle Pour la vérité et la justice. Le président Laurent Gbagbo a décrit les circonstances où l'armée française a encerclé toute la résidence. Ils ont fait tout. Et ce sont les premiers mots du président Laurent Gbagbo qu'il a prononcé le 5 décembre 2011. Sa première prise de parole. La France a fait le job. Oui, la France a fait le job. Ils ont encerclé la résidence. Et puis, ils ont laissé simplement les forces pro Ouattara, un peu comme des badauds, pour aller prendre le président. Et en même temps, ils ont posté toutes les caméras françaises, européennes, occidentales, de sorte que ça fasse écho. Nicolas Sarkozy a décidé que le président Laurent Gbagbo doit payer, il doit payer. Et il en a été ici. Mesdames et messieurs, nous sommes tous confinés. J'ai voulu aujourd'hui, grâce à Afrique Média, grâce à Ovadiab, revenir sur ces faits. Parce que ces faits ne doivent pas rester comme une lettre morte, comme des dates passées. Non, c'est une date historique pour nous. Parce que ce 11 avril 2011, c'était un peu la mort de la démocratie dans notre pays. C'est même plus, c'est l'atteinte à notre souveraineté, la souveraineté nationale, la souveraineté ivoirienne. C'est pour cela, et je reviendrai là-dessus dans la conclusion, mon vœu le plus cher, c'est qu'à la fin de cette année 2020, lorsque M. Ouattara s'en ira avec son RHDP, quand ils s'en iront, je voudrais que l'on profite. Et je pense que je serai de ceux-là qui introduiront une requête auprès de nouveaux dirigeants de la Côte d'Ivoire, de la nouvelle génération, de sorte que le 11 avril soit décrété journée nationale pour la souveraineté en Côte d'Ivoire. Parce que notre souveraineté a été bafouée. Parce que la France nous a payé, fait payer au plus cher. Parce que nous avons défendu notre patrie.
Mesdames et messieurs, ce 11 avril, là, et ils pensaient qu'ils ont pris un vulgaire bandit. Mais le président Laurent Gbagbo, c'est qui? Le président Laurent Gbagbo, je ne le connais pas plus que les autres, je ne suis pas militant du FPI, je ne suis même pas de son parti, je ne le connais pas, je l'ai rencontré simplement qu'en 2007, je vais peut-être en parler, si l'occasion m'est donnée. Mais c'est quelqu'un qui a métamorphosé notre pays. Les gens pensent que pour pouvoir marquer son temps, il faut faire des ponts, il faut faire des routes. Thomas Sankara a fait combien de ponts? Nelson Mandela a fait combien de routes? Patrice Lumumba a fait combien de routes, combien de ponts? Et pourtant, ce sont des noms qui resteront. Autrement dit, je nous invite à comparer à Laurent Gbagbo et puis M. Alassane Ouattara. Ils ne sont pas comparables. Parce que les gens pensent que la valeur de l'homme, ce sont ses comptes à la banque. C'est le nombre de milliards. Non. La valeur de l'homme, c'est qu'est-ce que tu apportes à l'humanité quand tu pars. Les grands hommes qu'on a étudiés, nous qui avons fait la littérature occidentale française, que j'enseigne à l'université, ils n'ont pas été des milliardaires, mais c'était des cerveaux. Laurent Gbagbo était un homme politique de valeur. Il a métamorphosé notre pays. Lorsque notre pays a connu le multipartisme en 90, c'est ce monsieur-là qui s'est donné pour que la démocratie soit. Et aujourd'hui même là, jusqu'à ce qu'on le prenne, ce 11 avril là, il donne un exemple incroyable, de dignité et de valeur. Lorsque tout le monde entier l'appelle pour dire, mais démissionnez, sinon vous allez mourir. Il dit, j'ai été élu par des Ivoiriens. J'ai été élu par mon peuple. Si vous voulez me tuer pour cela, allez-y. Et il est resté dans la résidence. Et j'ai eu l'occasion de préfacer un livre d'une compatriote. Je vais la citer ici, Marie-Claude Boly, qui a écrit dans le bunker avec le président Laurent Gbagbo. Parce qu'elle se trouvait dans cette résidence-là. De même que Mme Brodébé, la ministre Brodébé, de même qu'un cher ami que j'ai perdu aussi, le ministre Jacques Béchiot. Nous avons perdu tellement d'hommes. Que dire de Désiré Tagro, personne. La France nous a fait payer au plus cher. C'est pour cela que j'ai accepté d'animer cette conférence. Et dans les 3 points que j'ai prévus, pour aller très vite, pour prendre des questions, c'est que dans un premier temps, je vais expliquer à tout le monde ce qu'il faut entendre par coup d'État. Parce que le sujet, tel que je l'ai intitulé, et que nous l'avons intitulé, c'est-à-dire le coup d'État de la France contre la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Donc il faut que j'explique c'est quoi un coup d'État, très rapidement, qu'est-ce qu'on entend par démocratie, droits de l'homme. Ça c'est la première chose que je vais faire, l'entrée de jeu. Et deuxièmement, je vais sortir point par point les éléments, les manœuvres de Nicolas Sarkozy pour aboutir au coup d'État. Depuis la rébellion jusqu'à ce qu'on arrive le 11 avril 2011, et même après. Et puis dans un troisième temps, je dirais, qui sont en dehors de la France, en plus de la France, qui sont les autres coupables de ce coup d'État, qui sont les responsables de ce coup d'État. Et on aura tout compris. Mais je voudrais, après avoir salué Afrique Média, après avoir salué Ovatia, je voudrais donc profiter de cette parenthèse-là pour rendre un hommage et pour dire un mot quand même sur le corona, puisque c'est dans le coronavirus que nous sommes, et je voulais dire 2 petites choses là-dessus. L'hommage que je suis en train de rendre, je pense qu'il revient au président Laurent Gbagbo et à son épouse Simone Yves Gbagbo. Des personnalités qui se sont données pour que notre pays aille de l'avant d'un point de vue démocratique. Je voudrais saluer aussi tous mes collaborateurs et amis qui sont en France. Le président Néan Mathias de la FIDOC en France. Je voudrais saluer le président de Grande Afrique aux États-Unis, M. Laurent Algiri. Et je voudrais saluer surtout les compatriotes qui sont en Belgique. Parce que, mesdames et messieurs, vous tous qui me suivez, je suis en Belgique aujourd'hui. Parce que j'étais en train de partir en voyage pour les États-Unis et avec le coronavirus, j'ai été bloqué dans le confinement ici en Belgique. Après avoir passé quelques temps à l'hôtel, ce sont les compatriotes ivoiriens qui se sont mobilisés et qui m'ont accueilli. Et ce sont eux qui s'organisent pour m'envoyer à manger chaque 2 jours, chaque 3 jours. Je voudrais saluer ces compatriotes-là, que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai connus dans la résistance en France, aux États-Unis, partout en Europe, à cause du président Laurent Gbagbo. Je voudrais saluer mon ami et frère, le président de la OIB, la plateforme des organisations ivoiriennes du Benelux.
En tout cas, ça saluer, cher ami Tapé Grobira. Je voudrais saluer ces grandes dames, Mme Daligou, Mme Dagou. Je voudrais saluer le couple Mosson, Guy et son épouse Angela. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci pour tous les soutiens. Merci au doyen Kokolo. Je lui dis condoléances. Il a perdu son frère dans le coronavirus. Je voulais saluer ses amis-là, saluer tous ses compatriotes-là. Vous savez, le mot que je voulais dire sur le coronavirus, je voulais dire un mot sur le coronavirus, avant de bondir sur les 3 points que je vais analyser très vite. La parenthèse que je fais, elle a un lien avec le sujet que nous traitons. Nous parlons de démocratie, nous parlons de droits de l'homme, mais nous parlons de la présidence de la République. Vous savez que j'ai écrit ce livre. Qu'est-ce que c'est qu'un président de la République? C'est quoi un président de la République? Qui est le président de la République? On voit l'image de Fouet Boigny, l'image du président Laurent Gbagbo, l'image de Thomas Sankara, l'image de Mandela, qui a été publiée aux éditions Marie Gros Foundation. Sur la base de ce livre, avec tous les éléments qui s'y trouvent, je voudrais dire à M. Alassane Ouattara, il faut arrêter un peu, quand le pays est bloqué, il faut arrêter de tout politiser. Nous avons un problème, c'est pas sérieux. Mais c'est pas sérieux. Est-ce que vous pouvez imaginer en France, une seule fois, que le président Macron, les kits qu'ils vont distribuer à tous les Français pour résister au coronavirus, on met dessus en marche, en marche, en marche, en marche, du nom du mouvement politique du président Macron? Il y a qu'en Côte d'Ivoire, on voit cela. Les populations sont en détresse, on veut les soulager. Les kits qu'on va distribuer, on les estampille RHDP. C'est ça le danger. Lorsqu'on a un président qui est en même temps président d'un parti politique. Donc, du coup, on est dans un parti-État. On n'est plus dans une démocratie. On n'est plus dans une république. C'est pour ça que le président, le directeur général de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il a lancé un appel. Le coronavirus ne doit pas être l'occasion de tout politiser. Il ne faut pas politiser la crise du coronavirus. Pourquoi est-ce que M. Ouattara veut tout politiser? Pourquoi vous voulez politiser la crise du coronavirus? Bon, maintenant, parce que vous savez, dans notre population, vous connaissez les Ivoiriens. Il y a des gens, quand ils entendent RHDP, ils ont même le palu en même temps. Quand ils entendent RHDP, ils ont même le coma, ils sont malades. Vous venez les sauver avec des kits RHDP. Son temps leur dit, ou bien vous êtes RHDP, ou bien vous mourrez. C'est pas bien, c'est cynique. Et je voudrais le dénoncer ici. Je voudrais le dénoncer ici parce que je vois qu'on politise tout. Même au Cameroun aussi, j'ai suivi qu'il y a un débat. Parce que l'opposant, M. Kanto, a lancé un appel pour qu'il puisse récolter des fonds. Je crois qu'il a pu récolter entre 400 et 500 millions de francs CFA. Le gouvernement dit non, on n'est pas d'accord, on bloque parce que c'est illégal et tout cela. Je pense que le coronavirus doit souder les peuples. Le coronavirus c'est une crise mondiale, c'est une crise sanitaire grave. Les peuples doivent s'unir, les opposants et les dirigeants doivent se prendre la main pour pouvoir faire face à ce virus commun. Et je trouve ça un peu malheureux que des responsables arrivent à s'opposer devant le peuple qui est en deuil. Le peuple est en deuil, il est traumatisé, où les politiciens se battent. De quoi M. Ouattara a-t-il peur? Il dit qu'il ne se présente plus en octobre 2020. Il veut respecter la Constitution. On n'attendait que cela. Mais si le candidat que vous avez choisi, M. Ouattara, il n'est pas à la hauteur, il n'a pas du coffre, il ne faut pas profiter de toutes les occasions pour le vendre. Ce produit, il n'est pas achetable. Ce monsieur ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire, pourquoi vous fatiguez? En tout état de cause, ce n'est pas de la défiance. Le nom vous lance un défi. Si vous pensez que votre candidat est tellement bon, il est capable, rendez le système démocratique, rendez l'élection propre, faites-nous une liste électorale tranquille, propre, vérifiée par tous les citoyens qui ont le droit d'y figurer. Et puis, la commission électorale indépendante, rendons-la démocratique. J'allais dire inclusive. Vous allez voir en 2020, vous n'allez même pas aller au deuxième tour. Et puis le débat sera clos. Donc je voulais vraiment faire cette mise au point là pour dire qu'on a besoin de solidarité. Vous savez, en Belgique, où je suis en ce moment confiné, et je vais terminer par là, sur le coronavirus, la Belgique était bloquée, il n'y avait pas de gouvernement. Depuis plusieurs mois, il n'y a pas de gouvernement ici. Parce qu'il y a une crise grave entre les politiques, les Wallons et les Flamands. Le pays est bloqué à cause du coronavirus. Grâce au coronavirus, les peuples se sont entendus et ils ont mis en place un gouvernement pour faire face à l'ennemi commun.
C'est pourquoi ce pays, au nom de la solidarité nationale, ce pays n'a pas de grands chiffres qui passent peur. Il y a quand même des morts et tout, mais ce n'est pas extraordinaire. Regardez bien les chiffres. Parce que la Belgique s'est ressoude un peu. Le gouvernement qu'ils ont mis en place, c'est vrai que c'est pour 6 mois, mais au moins, ils ont fait l'effort de transcender leurs égaux pour se mettre ensemble. Nous sommes très fatigués, les Ivoiriens. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc voilà un peu la parenthèse que je voudrais ouvrir et refermer en même temps sur cette question du coronavirus. Et ça a été une belle transition pour moi, pour revenir sur le sujet d'actualité. Aujourd'hui, dans mon pays, le coronavirus, on est à moins de 5 décès, avec une 300 ou une 400 de contaminés. Mais il y a 9 ans de cela, lorsqu'on faisait le bilan, nous étions à des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est de cela que je voudrais parler aujourd'hui. Si nous disons que la France a perpétré, a mobilisé, a conduit un coup d'État, en Côte d'Ivoire, un coup d'État à la démocratie et aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire, il est bon que je dise un mot sur ce qu'il faut entendre par coup d'État. Coup d'État, c'est quoi? C'est quoi un coup d'État? Évidemment, vous savez, lorsque vous voulez définir un concept, vous le définissez selon l'orientation, selon la discipline dans laquelle vous vous trouvez. Si je veux faire de la littérature pure et que je veux parler de coup d'État, je vais prendre le Robert, le dictionnaire Robert, le Larousse, etc. Ici, c'est une analyse d'un militant des droits de l'homme qui fait une critique politique. Et donc, il faut aller chercher dans les manuels politiques, dans les définitions, dans les dictionnaires politiques, ce qu'on peut entendre par coup d'État. Et je vais prendre le plus simple des dictionnaires, qui s'appelle la toupie. Ça se trouve sur le net, tout le monde peut voir. La toupie, si vous voulez, c'est le dictionnaire politique. Donc, le tout dictionnaire. Dans le tout dictionnaire, on vous dit que le coup d'État, c'est la prise du pouvoir dans un État par une minorité, par des moyens anti ou bien non constitutionnels. Je m'arrête là. Simplement. Donc, prise du pouvoir par une minorité dans l'État, prise du pouvoir par une minorité, par des méthodes, des moyens anticonstitutionnels, des moyens non constitutionnels, et parfois de la manière violente. Évidemment, quand c'est une minorité, de la manière violente. Dans cette définition qui est si simple du coup d'État, vous allez voir en quoi est-ce qu'on accuse la France. Donc, dans cette définition du coup d'État, vous allez voir qu'il y a un terme qui est le plus important, c'est non constitutionnel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en réalité, c'est une prise du pouvoir en dehors de la Constitution. Vous laissez la Constitution et puis vous prenez le pouvoir. C'est cela qu'on appelle coup d'État, par des moyens non constitutionnels. Mais il est bon aussi de préciser pourquoi minorité. Oui, parce que ceux qui font les coups d'État en général, c'est un petit groupe. Et comme ils savent qu'ils sont petits, ils prennent les armes. Ils agissent par la violence et par la force. Parce que si ce n'était pas une minorité, on dit plus, la question du coup d'État devient discutable. Parce que si ce n'est pas une minorité, que c'est une relative majorité, on peut parler de soulèvement populaire, ou alors même de révolution. Alors, un soulèvement populaire ou bien une révolution n'est plus vraiment un coup d'État. Pourquoi? Parce que dans la démocratie, le propriétaire du pouvoir, c'est le peuple. Donc si le peuple se fâche et qu'il se lève en masse, on ne peut plus parler de coup d'État, puisque c'est le propriétaire des lieux. C'est le propriétaire qui demande. Je vous donne un exemple. En 2014, en octobre, le 14 décembre, je crois, le 14 octobre, je pense, au Burkina Faso, quand on Blaise Compaoré, il y a eu un soulèvement populaire qui ressemble un peu à une sorte de révolution. Pourquoi? Parce que le peuple a confié son pouvoir à M. Blaise Compaoré. Il y a 27 ans de cela. C'est-à-dire le peuple, détenteur exclusif du pouvoir démocratique. Il dit, Monsieur le Président, nous vous confions notre pays pour 5 ans. 5 ans ou bien maximum 10 ans. C'est ce qui est prévu dans la Constitution. Le monsieur prend le pouvoir et il en abuse. Après les 10 ans, il manigance des tripatouillages et puis il fabrique une élection. Parfois, ce n'est même pas la volonté du peuple. Et puis il dit oui, le peuple a dit oui. Donc il continue. Il a fait 27 ans. Le 14 octobre, en 2014, le peuple dit bon, ça suffit. C'est nous qui te confions le pouvoir.
Tu en as vu, et bien nous descendons dans la rue pour récupérer notre pouvoir. Ça fait penser à la grande révolution en France, quand même. En 1789, où finalement le peuple dit, ça suffit, on ne veut plus de roi, on veut la République. Donc voilà. Donc c'est ça. Donc le coup d'État, c'est que c'est une minorité qui prend des armes et qui arrive à transgresser la Constitution et pour s'imposer. Mais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire le 11 avril 2011, ça va un peu au-delà même de la transgression. Parce que je dois rappeler aussi que quand on dit non constitutionnel, quand on dit non constitutionnel, ça veut dire qu'on a mis de côté la Constitution. On a violé la Constitution du pays. On est passé contre la Constitution pour agir. Et de ce point de vue-là, on sort de la démocratie. On est sorti de la démocratie. Parce que la démocratie, comme vous voyez là, c'est vrai que c'est le peuple, mais la démocratie, elle se fonde sur la Constitution. C'est-à-dire que pour que la démocratie, qui est une théorie, puisse prendre effet dans tout pays, on a besoin qu'elle soit exprimée dans la Constitution. Et à partir de là, vous voyez que la Constitution devient le gage, le socle même de la démocratie. C'est ce qu'elle devient la boussole, cette Constitution, la boussole de l'évolution dans le pays. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est qu'avec ce que M. Ouattara et Sarkozy ont fait, c'est qu'on est passé à côté de la Constitution, on a banalisé la Constitution, donc on a blessé les Ivoiriens. Et donc, il faut aussi noter que ça va même au-delà même du coup d'État. Parce que, quand on dit une minorité dans le pays prend les armes ou bien arrive à prendre le pouvoir. Sauf que la minorité qui prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, qu'on peut identifier comme les rebelles, qu'on peut identifier comme l'opposition, les Ouattara, le RDP, avec le PDCI et tout cela, il y a qu'à l'extérieur, ils ont bénéficié d'une force, la force française. À partir de là, c'est comme une transgression de notre souveraineté, une transgression de la nationalité, de la souveraineté nationale. Et c'est en cela que nous sommes meurtris, nous sommes floués, nous sommes humiliés dans notre dignité. Sauf que les gens ont fait une erreur. Parce que Laurent Gbagbo, ce n'est pas Saddam Hussein. C'est pour cela qu'il n'est pas mort d'ailleurs. Parce que Laurent Gbagbo, ce n'est pas Muammar Kadhafi. C'est pour cela qu'il n'est pas mort aussi d'ailleurs. Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a résisté. Et Laurent Gbagbo a eu son peuple avec lui. À ce stade de mon propos, je voudrais dire que quand on nous enlève Laurent Gbagbo le 29 novembre 2011, parce que quand on le prend le 11 avril 2011, on l'envoie à l'hôtel du Golfe, au QG de M. Ouattara. Après, on l'envoie à Korogo. Et puis de Korogo, on coupe tout, allez, juridiquement, avec le campo de la CPI, on traficote les textes, tout, on viole tout, et puis on l'envoie à la CPI. Au passage, il faut saluer ce transfèrement. Parce que peut-être n'eût été ce transfèrement, Laurent Gbagbo ne serait plus en vie aujourd'hui. C'est ce que je pense. Et je l'avais déjà dit au cours d'une conférence. Je crois que ici en Europe ou aux États-Unis. Quelque part, la CPI a sauvé Laurent Gbagbo. Quelque part, la CPI a sauvé Charles Blé Goudé. Quand on s'imagine que Charles Blé Goudé a passé 14 mois dans un sous-sol à la direction de la surveillance du territoire, là où M. Ahmed Bakayoko, le tout-puissant homme du RDP disait non, il est quelque part dans une résidence d'Amius. Non, ce garçon était maltraité. Ses avocats l'ont dit. Et lui, il le dit. Donc, quelque part, oui, la CPI les a sauvés. Mais si la CPI les a sauvés, la CPI, cela ne dédouane pas la CPI qui veut forcément les maintenir en continuant le complot de la communauté internationale, le complot de la France. Non, parce qu'ils ont eu raison de la CPI. Ils ont vaincu la CPI. Nous avons vaincu la CPI. Et donc, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre un hommage, encore une fois, à tous les patriotes ivoiriens. Je voulais saluer la diaspora, parce qu'elle a été extraordinaire. Aujourd'hui, si les Camerounais, parce que je suis en train de parler d'Afrique Média, qui est une chaîne basée au Cameroun, je crois que c'est à Yaoundé. Mais parce que si les Camerounais s'intéressent pas à ce que la Côte d'Ivoire est et ce qu'elle va devenir, et si elles ne s'intéressent pas à ce Laurent Gbagbo, c'est parce que les Ivoiriens ont démontré à la face de l'Afrique et au monde entier qu'ils étaient un autre peuple. Nous sommes un peuple doux, mais un peuple intransigeant, un peuple exigeant, un peuple de dignité, un peuple de valeur. Thomas Sankara n'avait-il pas dit que le Burkina Faso est le peuple, le pays des hommes intègres? La Côte d'Ivoire, c'est la dignité de l'homme. C'est ça qui nous prévaut. La France ne peut pas venir nous marcher dessus. Et puis on va dire, courageons les gars, parce qu'ils sont trop forts. Je me rappelle encore à l'époque. Quand je passais
sur les chaînes de télévision et qu'on a pris le président Laurent Gbagbo, il y a des amis qui m'ont appelé des États-Unis et partout pour dire, mais docteur Boga, vous rêvez. Qu'est-ce que la petite Côte d'Ivoire peut faire devant la grande communauté internationale, devant la France, devant les États-Unis, tous ces gens qui sont coalisés pour bombarder le président Laurent Gbagbo? Arrêtez ça. Lorsque je suis arrivé en Italie, j'ai été rencontrer les autorités italiennes, j'étais à Rome, pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères, pour lui dire, j'arrive de la Côte d'Ivoire, je viens vous faire un témoignage, vous dites, et je viens. Je suis venu en exil le 10 juin 2011. On prend le président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, le 10 juin, j'ai la chance, par un miracle, de sortir en Italie. Et je vais rencontrer les autorités italiennes. Qu'est-ce qu'elles m'ont dit? Elles m'ont dit, alors, le ministre ne m'a pas reçu, il m'a fait recevoir par son directeur de cabinet. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, à l'époque, je parle de 2011, il me regarde droit dans les yeux, il me dit, mais monsieur, écoutez, nous on a fini avec le dossier de la Côte d'Ivoire. Le dossier de Laurent Gbagbo, il est classé. Passez à autre chose. Passez à faire de la politique, voir comment est-ce que vous pouvez vous opposer à M. Ouattara et tout. Mais nous, le dossier est classé. On n'a pas les pensées à la Libye, et après il y a la Syrie. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire, je suis désolé. 9 ans plus tard, nous sommes là. Et nous avons triomphé de la CPI. Dans la honte, la CPI ne veut pas lâcher le monsieur. Dans la chaîne, dans la honte, la communauté internationale, y compris la France, continue de tirer les ficelles. Comment quelqu'un qui est acquitté peut avoir être bloqué ici en Belgique? Comment quelqu'un qui est acquitté au nom du droit, qui est innocenté, peut encore demeurer en prison? C'est grave. C'est une violation du droit et du droit international. Mais je pense que la vérité finira par triompher. Le président Laurent Gbagbo est serein. Maintenant, il n'est plus en prison. C'est un homme libre. Et il a le droit de penser à ce qu'il veut faire de sa vie. Bref. Donc, chers amis, les gens pensaient que Laurent Gbagbo c'était un homme. Ils se sont trompés. Maintenant, on a violé notre constitution, on a violé notre pays. Et donc, je m'en vais vous dire maintenant, dans la deuxième partie de mon analyse, quels sont les éléments concrets dans lesquels on voit la main de la France. Comment est-ce qu'un Ivoirien comme moi, qui a vécu les faits, je précise toujours aux uns et aux autres, et je vais le rappeler à la longueur de cette conférence. Le parti du président Laurent Gbagbo, je ne suis pas membre, ni aujourd'hui ni demain, je ne suis pas dedans. En Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, je ferai partie de cette critiques. Je critique son gouvernement, je critique les forces de l'ordre, je suis un militant des droits de l'homme. Donc moi je fais mon travail. Et le président Laurent Gbagbo, une fois, il me fait un témoignage. Et ça, je vais le dire, pour les petits esprits du RHDP, du Pro-Ouattara, les petits esprits. Le président Laurent Gbagbo, je le rencontre en 2007. C'est bon de faire cette parenthèse, pour que les gens comprennent très bien, une fois pour tous. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je le fais aujourd'hui. Je le rencontre en 2007, au mois de mai. À quelle occasion? Au début du mois de mai, les enseignants de l'université sont en grève. La grève dure un mois. Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent au président de la République qui s'appelle Laurent Gbagbo de leur donner un peu plus de salaire, un bon salaire, d'augmenter leur salaire et de voir aussi les conditions de travail. C'est un droit constitutionnel, la grève. Elle est constitutionnelle, il n'y a pas de problème. La grève dure un mois, parce que le président Laurent Gbagbo ne veut pas. La grève dure 2 mois. Alors, à ce moment-là, les jeunes de la PECI, la Fédération estudiantine scolaire de Côte d'Ivoire, commencent à grogner. Malheureusement, ils ne grognent pas contre le gouvernement, mais ils grognent contre les enseignants qui font grève. Ce qui est tout à fait ahurissant et paradoxal. Parce que normalement, le droit de grève est un droit constitutionnel. Moi, je fais la grève contre le gouvernement. Si toi, en tant qu'étudiant, ton droit à l'éducation est violé par les enseignants, mais il faut en prendre aussi au gouvernement pour dire trouve les moyens de régler la crise, mais moi je vais aller à l'école. Malheureusement, la Fédération estudiantine scolaire, quand elle a fait ça, elle a fait donc une assemblée générale à l'université. Le président, le secrétaire général s'appelait Serge Kofi, qui est aujourd'hui au Canada, je le salue au passage, c'est un jeune frère à moi. Ils ont décidé que les organisations des droits de l'homme n'ont pas défendu suffisamment leur cause. La grève dure 3 mois, c'est un net trop, donc ils décident de passer à l'acte. Quand ils ont fini l'Assemblée générale, les étudiants sont descendus dans la première organisation des droits de l'homme qui était à côté, la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. Moi j'ai fait 10 ans à la LIDO. La LIDO était présidée par M. Patrick Ngouan, Dr Patrick Ngouan. Ils ont tout cassé.
De la LIDO, ils se sont déportés dans l'organisation que je dirigeais, qui s'appelait APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. Ils ont tout cassé. Alors, quand on a tout cassé dans nos bureaux, et quand j'arrive le matin, ils ont tout cassé dans mes bureaux, alors là, nous avons commencé à compter. Vous dites, nous ne sommes pas d'accord, il faut que le président de la République, pour une fois, tranche cette affaire. La FECI se donne tous les droits. Parce que, bon, M. Charles Goudé est quand même l'homme, le bon petit, l'homme a tout fait, l'homme qui a rendu les foules pour le président de la République. Donc la FECI bénéficie de tout de grâce. Voilà ce qu'elle fait, on a tempêté. Tous ces discours, on les a prononcés. Et puis un matin, mon téléphone sonne. Ce que je vous raconte là, je l'ai raconté dans ce livre. Parce que c'est un témoignage fort. Mon téléphone sonne, le président de la République, le directeur du protocole d'État m'appelle pour dire le président de la République a décidé de visiter les deux organisations des droits de l'homme qui ont été saccagées, la LIDO et la PDH. Et donc le président de la République se déplace ce lundi-là et il arrive à mes bureaux. Il a visité les autres et il est arrivé à mes bureaux. Et ce jour-là, il y a eu un échange de discours. Le mien et celui de l'autorité de mon pays, le président de la République. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je reste admiratif de ce président Laurent Gbagbo. Voici les propos qu'il a tenus. Il a dit, docteur Bonga, écoutez, vous êtes la société civile, vous faites votre travail. Je suis désolé pour ce qui est arrivé, je viens vous apporter le réconfort de la nation. Premier point. Je dis bravo. Voilà un président au moins qui reconnaît que nous avons été victimes de quelque chose. Deuxièmement, il fait une analyse pour dire, la démocratie ne se bâtit pas seulement avec les partis politiques. Elle se bâtit aussi avec la société civile. Parce que c'est ensemble que nous construisons la démocratie. C'est la société civile, c'est les partis politiques, les syndicats, toutes les associations de la vie sociopolitique doit bouger. C'est ça qui fait la démocratie. Donc, faites votre travail. Deuxième point. Bravo, Monsieur le Président. Troisième élément. Il dit, vous savez, Dr. Bouga, quand vous critiquez les rebelles, parce que nous étions en pleine rébellion, on est en 2007, les rebelles contrôlent le Nord, le gouvernement est au Sud. Quand vous critiquez les rebelles et tout ça, je lis vos déclarations, mais je ne dis rien. Parce que si, après que le président de la République, je parle, les gens vont dire, ah oui, on comprend, c'est le pouvoir qui le manipule. C'est pour cela qu'il est si haineux contre les rebelles. Donc je ne dis rien. Mais en même temps, lorsque vous critiquez ma façon de gouverner, lorsque vous critiquez mon gouvernement, parce que oui, j'ai critiqué le gouvernement du président Laurent Gbagbo. Oui, lorsqu'il y a eu les déchets toxiques, je fais partie de ceux qui ont demandé la démission du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Oui, lorsqu'il a utilisé l'article 48 pour que M. Ouattara devienne président, je fais partie de ceux qui l'ont critiqué. Donc souvent, je l'ai critiqué. Mais il dit, lorsque vous me critiquez, même quand je ne suis pas d'accord, je ne dis rien. Parce que si je parle, ça peut donner de la force à mes partisans de vous adresser et tout ça. Waouh! Et quand il finit, il le repart et c'est ce jour-là que le ministre de l'Intérieur, personnel, M. Désiré Tagro, nous convoque et à ce moment-là, le président de la République met à ma disposition des gardes du corps pour que partout où je fais mes activités, je sois protégé et que pour dissuader ceux qui voudraient m'adresser. Et j'ai eu ces gardes du corps jusqu'à ce que je quitte la Côte d'Ivoire pour venir en exil. Bravo, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Je voulais prendre ce témoignage-là parce que souvent les gens font des amalgames en voulant faire de nous des militants pays. Non, moi je respecte le président de mon pays, c'est l'autorité de mon pays. Mais attention, le président que je respecte, le président que je suis condamné à respecter, c'est celui qui est élu de façon claire, sans tricherie, sans embâche. Et donc voilà. C'est pour cela que je respecte le président Laurent Gbagbo. Mesdames et messieurs, ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu au président. Mais voilà comment la France a agi. Premièrement, la rébellion de mon pays éclate en 2002. Parce que Laurent Gbagbo, il a été élu en 2000. Je ne vais pas refaire toute l'histoire parce qu'il faut que j'aille vite pour prendre les questions. Le président Laurent Gbagbo a été élu en 2000. Face à qui? Face à un certain Robert Guéry, le général, donc le putschiste, il organise l'élection. Il faut rappeler à tout le monde que le président Laurent Gbagbo gagne cette élection dès le premier tour. Il a eu 59,40%, je crois. Dès le premier tour. On n'est même pas allé au deuxième tour. Et le putschiste, les militaires disent non, on ne veut pas, on bloque le pouvoir. Il y a eu là une certaine discussion du pays. Il y a eu 400, un procès, 400 morts en Côte d'Ivoire. Parce que le militaire n'avait pas gagné. Et je salue au passage M. Guy Honoré, le président de la Commission nationale électorale. Il a tenu bon et il a donné le verdict des urnes. Le président Laurent Gbagbo est le président. En 2002, contre toute attente, alors qu'en 2001, il a organisé un forum de dialogue national où il a profité pour faire venir M. Ouattara, qui était en exil, M. Bédier, tous ces gens, malgré tout ce qu'il a fait,
En 2001, le forum de dialogue national m'avait essayé le coup d'État en 2002. Mais c'est dans le coup d'État de 2002 qu'on... Ça, c'est l'acte 1 du coup d'État de la France. L'acte 1. L'acte 1 pourquoi? Parce qu'on a un coup d'État dans notre pays. D'abord, nous avons des accords qui nous lient à la France, à l'ancienne puissance coloniale. Elle a gardé dans notre pays le 43e BIMA, le 43e bataillon d'infanterie militaire d'Abidjan. Le 43e BIMA est l'armée française. C'est surtout dans notre pays. Mais pourquoi? Parce que les accords disent, quand la Côte d'Ivoire est agressée, quand notre pays est agressé, l'armée française doit nous aider. Les rebelles sont venus du Burkina Faso. Parmi eux, il y avait des Burkinabés. La France dit non, c'est une guerre ivoiro-ivoirienne. Ok. Nous suivons le président Laurent Gbagbo a fait tout ce qu'il pouvait. Toujours dans le premier point de l'acte 1 du coup d'État de là c'était Chirac. Chirac n'a pas bougé. L'armée française n'a pas bougé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et quand on nous goupiller, et puis on nous convoque à Marcoussis. À Marcoussis, encore en France. Pourquoi? Pour aller négocier la paix. Et qui convoque? C'est la France qui convoque. C'est pas le président Laurent Gbagbo qui choisit. La France elle-même l'a choisi. Les interlocuteurs. Et on invite tout le monde, sauf le président de la République. On invitait les partis politiques, sauf le président de la République. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais attendez, moi je ne suis pas d'un parti politique. Donc qui me représente à Marcoussis? Les Ivoiriens n'ont pas été représentés. Parce que je dis toujours là, le président de la République, c'est quoi? Le président de la République, ce n'est pas un individu, c'est une institution. Dans la hiérarchie des institutions de la République, le président de la République est la plus haute institution de la République. Et il est pas de la nation. Et quand le président passe, c'est la nation qui passe. C'est le drapeau du pays qui passe. C'est pas un individu. C'est pas un BT. C'est pas un nom. Il a des noms, des mamans. Non. C'est la République qui se déplace dans la personne du président de la République. Il n'a pas été convoqué à Marcoussis. Donc nous, on n'a pas été représentés. Et ils ont oublié quelque chose à Marcoussis. Et puis, c'était un coup d'État. Parce qu'à Marcoussis, on dit au président de la République, bon, il faut te défaire de ton premier ministre. On va mettre en place un gouvernement d'union. Tu n'as pas le choix. C'est après nous à laisser. C'est après nous à laisser. Le président va à Pédère, et ça peut être basculer la Côte d'Ivoire dans une guerre civile. Je voyais des gens zélés, des dévilpins, des Aliou Marie, tous ces gens marchaient sur la Côte d'Ivoire. Notre président est parti les rentrer tout petit de Pédère. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a dit, bon, écoutez, c'est vrai que le médicament est amer, mais il faut l'essayer. Nous avions tous mal. La France venait de nous gifler. Parce qu'à Marcoussis, on a légitimé les rebelles. On les a mis au même niveau que la République. On les a mis au même niveau que le président de la République. Et c'est comme ça que M. Nguessan est parti. Et il a été remplacé par M. Seydou Eliman Diarra, le premier coup d'État de la France. Déjà, j'ai dit, le premier élément, la première étape de ce coup d'État. Et puis on finit avec comment dirais-je, Marcoussis. Deuxième étape de la manœuvre, on arrive maintenant aux différentes résolutions. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de mettre en place M. Seydou Eliman Diarra. Mais ils ont vu qu'une fois qu'ils sont arrivés à Abidjan, le président Laurent Gbagbo est toujours assis serein. Il a dit, je suis toujours à la barre. Et quand il dit ça, les Occidentaux veulent pleurer. Et donc, ils continuent toujours de piloter le pays. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? La France va négocier maintenant aux Nations Unies. Et ça, M. Chirac va faire la passe à un certain Nicolas Sarkozy. Donc, on va aux Nations Unies pour boucler. Mais qu'est-ce qu'ils vont boucler? Et c'est la deuxième phase de leur coup d'État. C'est-à-dire que le président Laurent Gbagbo, comme la rébellion n'a pas réussi à l'enlever au pouvoir, il faut arriver à l'attacher. Et puis, il faut affaiblir. Et que le pays soit contrôlé par les rebelles, par un premier ministre. Donc, la stratégie des Nations Unies, sous l'esprit de la France, c'était de dépouiller le président de la République de tous ses pouvoirs et de les confier à un premier ministre, qu'on appelle un premier ministre de consensus, pour que le pays puisse évoluer. Et nous avons fait une première résolution, la résolution 1633, en 2005. Quand ça n'a pas fonctionné, on nous a fait une deuxième résolution, la 1721, en 2006. Et quand on a levé Seydou Eliman Diarra, ils l'ont remplacé encore par un autre premier ministre, M. Charles Konan-Banny. Parce qu'on a dit que M. Seydou Eliman Diarra est trop doux. Il n'arrive pas à bousculer dehors le président Laurent Gbagbo. Donc, comme il est trop doux, on va le remplacer par quelqu'un qui vient du PDCI, qui est puissant.
on nomme M. Charles Konan-Banny. M. Charles Konan-Banny n'a pas fait long feu. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, le président Laurent Gbagbo dit, écoutez, il y en a marre. Excusez-moi de l'expression, mais il y en a marre. À un moment donné, je prends les responsabilités. Et c'est à ce moment-là que le président Laurent Gbagbo, il a déjoué la deuxième étape du coup d'État français en décidant de rencontrer directement les rebelles sans qu'il y ait d'intermédiaires au milieu. Et c'est là où on parle des accords de Ouagadougou. Là, on va à Ouagadougou et ces accords-là sont signés le 4 mars 2007. Et le président Gbagbo décide que M. Guillaume Soro devient le Premier ministre. Il dit, je préfère encore moi-même choisir un Premier ministre, au moins avec qui je peux m'entendre. Je suis fatigué de tout ce que la communauté internationale m'impose. Chers amis, pour couper court sur ces éléments de peur, de coup d'État de la France en Côte d'Ivoire, je vais arriver à un point déterminant maintenant. Le point déterminant, quel est-il? On a fini tout cela. Le président Laurent Gbagbo est toujours en poste. On est en 2007, il faut bondir maintenant en 2010 pour l'élection présidentielle. C'est là où tout va se gâter. Et on arrive à l'élection présidentielle, qu'est-ce qui se passe? On voit que le président, on n'arrive pas à mettre trop la pression sur lui. Donc, une autre stratégie de la France, c'est que on va arriver à distraire le président pour lui dire, même si dans l'accord de Ouagadougou, il est prévu que, une fois que la date des élections est fixée, les rebelles vont désarmer, c'est écrit dans l'accord de Ouagadougou, les rebelles ne désarmeront pas. Ils ne désarmeront pas. Et on va pousser le président Laurent Gbagbo à accepter que l'élection se passe. D'ailleurs, le président Laurent Gbagbo l'a confessé. Dans le livre de François Mattei, cela fait partie des erreurs qu'il a commises. Le fait d'avoir accepté de faire l'élection sans que le désarmement l'ait vu. Mais c'était le gros piège. Et ce 11, comment dirais-je, en 2010, donc, le 31 octobre, le premier tour, et puis le 28 novembre, le second tour de l'élection présidentielle arrive. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au point culminant, la troisième phase du coup d'État de la France. L'élection s'est déroulée. Je ne vais pas revenir sur tous les détails que vous maîtrisez, parce que tout ce que vous savez, je survole ça rapidement, mais l'élection se déroule. On sait très bien, là il n'y a pas de débat. On nous a mis face à deux présidents déclarés. Le président Laurent Gbagbo est confirmé par le Conseil constitutionnel. Il prête serment le 3 décembre. Le 3 décembre, il est confirmé président de la République de Côte d'Ivoire. Et il prête serment le 4 décembre au palais présidentiel. J'y étais. Entre-temps, le 23 décembre 2010, M. Ouattara se proclame aussi président à l'hôtel du Golfe, soutenu par la communauté internationale. Sur la base de ce que la veille, le 2, le président de la commission électorale est allé lui seul proclamer les résultats depuis l'hôtel du Golfe, le siège, le QG de M. Ouattara. Et donc on se sent comprendre, mais comment il a osé? Pourquoi il a fait ça? Il a fallu attendre le mois de février, autour du 20-21, pour voir la révélation. Et c'est le troisième élément fort de ce coup d'État de la France. Ce troisième élément, c'est quoi? Je vais vous lire quelques extraits. Ce troisième élément-là, c'est que le président Nicolas Sarkozy, après avoir pensé le président Laurent Gbagbo, après avoir, comment dirais-je, étiré l'ordre au président Laurent Gbagbo, des ultimatums on a pu finir, comme il voit que le président Laurent Gbagbo ne bouge pas, le président de la France, il prend sa plus belle plume, et il écrit une lettre adressée au président de la commission électorale indépendante. C'est-à-dire, mais j'hallucine. Comment le président de la France peut écrire au président de la commission de Belgique pour prononcer vite les résultats? Prononcer les résultats. Moi, président de la France, je vous demande de prononcer les résultats dans votre pays. Et franchement, et c'est par là que je vais terminer avec les éléments de preuve. Sur cette lettre. Parce que la lettre, elle est sortie autour du 20 février. Elle s'est répandue dans les journaux. Quand les journaux, les journalistes ont eu le scoop, ils ont diffusé la lettre. Dès
le lendemain, le 22 février 2010, l'ambassade de France écrit pour dire c'est du faux. La République de France, le président français n'a jamais écrit de lettre adressée au président de la commission électorale. Mais c'est léger. Attendez, des journalistes vont dire que le président de la République française a écrit. Donc on a cru le président et on limite même sa signature. Et vous les faites condamner. Vous faites ici une déclaration. Non, en temps normal, la France va faire arrêter tous les directeurs de publication des journaux. Vous dites, vous avez osé publier un courrier soi-disant émanant du président de la République de France. Au nom de la France, on vous poursuit. Non, on n'aurait été poursuivi. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, M. Jean-Marc Simon, fait juste un communiqué pour dire que non, le président français n'a dit non, mais c'est trop tard. Et à l'intérieur de cette lettre se trouvent tous les éléments de ce qui est arrivé au président Laurent Gbagbo. Je vous dis quelques extraits. Monsieur Sarkozy commence par un mensonge. Il dit, Monsieur le Président de la Commission électorale indépendante, à la suite de notre communication téléphonique, donc le président français a pris son téléphone pour appeler le président de la Commission électorale indépendante d'un pays souverain. Et vous me parlez, vous me dites que ce n'est pas un coup d'État. Ça, le président de la France qui appelle le président de la Commission électorale de mon pays, au nom de quoi? En tant que qui? Et il dit ceci, le processus a été achevé, le processus électoral a été achevé de façon juste et équitable, d'après les rapports établis par toutes les parties prenantes au processus. Premier mensonge. Toutes les parties prenantes n'ont pas dit que le processus était juste et équitable. Exemple, le président Laurent Gbagbo a déposé une requête devant le Conseil constitutionnel pour dire que M. Ouattara a triché dans le Nord, dans 7 départements. Donc, premier mensonge. Et M. Sarkozy continue dans le mensonge. Un peu comme Georges Bush, le mensonge pour tuer Saddam Hussein. Toujours le mensonge. C'est pas envie de dire les menteurs, autant pour moi. Mais c'est du mensonge enfin. Mais c'est du mensonge enfin. Vous détruisez, vous mentez. Oh là là. Et il continue. Et donc, il va donner un ordre au président de la commission. Il dit, les textes de la République de Côte d'Ivoire vous offrent une marge limitée pour proclamer les résultats provisoires. Je vous dis qu'on est le 1er décembre. La lettre date du 1er décembre. C'est le dernier jour qui reste au président de la commission électorale indépendante pour proclamer les résultats. On a attendu les 3 jours, vous vous rappelez, quand il a dit qu'il n'était pas encore minuit. C'était cette lettre-là. C'est si cette lettre-là comptait, parce qu'elle est venue dans la journée. Et on était le dernier jour. Il attendait faire le dernier mois, mais il n'a pas eu l'occasion. Parce qu'il était verrouillé à la commission. Tous les membres de la commission étaient devant lui. Tu ne bouges pas, il n'a pas bougé. Donc il a attendu minuit, mais il n'a pas pu prononcer les résultats. C'est pour cela que dès le lendemain le 2, il a disparu pour se retrouver à l'hôtel du Golfe. Parce que M. Sarkozy écrit de sa lettre, les textes de la République de Côte d'Ivoire vous offrent une marge limitée pour proclamer les résultats provisoires. Comme vous le savez mieux que moi-même, et compte tenu de l'attente de votre peuple, je vous exhorte au prononcé du verdict des urnes. Un président n'exhorte pas, c'est un ordre. La langue française. Et heureusement que nous l'avons étudiée. Mais quand il a fait de dire ça, dans son courrier, voici les menaces de M. Sarkozy. Et vous allez voir que toutes les menaces se sont répandues sur le président Laurent Gbagbo. Contre le président Laurent Gbagbo. Voilà le coup d'État dévoilé. Il dit ceci. Nous sommes disposés, donc il parle au président dans la lettre. Nous sommes disposés ainsi que toute la communauté de l'Union européenne à soutenir de façon irrévocable le respect de la volonté du peuple, de sécuriser les civils, ainsi que tous les nouveaux représentants des institutions installées. Waouh! Nous sommes déterminés. C'est-à-dire, toi, président de la commission électorale, il faut parler. Tu finis de parler, le reste, nous, on va le faire. S'il faut marquer, s'il faut tirer tous les Ivoiriens pour que le Ouattara devienne président, nous, on va le faire. Tranquillise-toi, fais ton job. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Je vous donne la suite des événements. On a mis l'embargo sur tous les médicaments en Côte d'Ivoire. L'embargo. L'Union européenne a décrété un embargo sur les médicaments pendant plus d'un mois. Vous savez les morts qu'il y a eu? Voici ce que Nicolas Sarkozy a fait. C'est pas de la cruauté, ça. La cruauté. La cruauté. C'est pas pire que le coronavirus, ça. De suspendre les médicaments d'un pays souverain. Parce qu'on veut que M. Ouattara devienne président de la République de notre pays. Waouh!
Waouh! Et on a osé crier sur tous les toits parce que c'était choquant, c'était humiliant. Nicolas Sarkozy l'a fait. Il a dit clairement, il dit nous sommes disposés, ainsi que toute la communauté de l'Union européenne, à soutenir de façon irrévocable le respect de la volonté du peuple. Quel peuple? Ton peuple? C'est ce que les Ivoiriens t'ont demandé. Et puis la mesure de l'embargo sur les médicaments, c'est la mesure suprême. C'est une mesure criminelle. Là, il y a crime contre l'humanité. Il y a crime contre l'humanité. Mais aujourd'hui, on attend que M. Ouattara passe. Et puis tout ça, tranquillement, on va réfléchir. Parce que notre pays a été blessé. Et comme si cela ne suffisait pas, on va venir dans les banques. Toutes les banques françaises ont été verrouillées. Ah bon? Cela veut dire que dans notre pays, on doit même réfléchir à deux fois avant de mettre notre argent dans des banques, dans des représentations des banques françaises. Parce que le jour où nous sommes en conflit avec la France, ils sont capables de bloquer notre argent dans les comptes privés, même dans les comptes courants, de bloquer les banques. C'est ce qu'ils ont fait à mon pays. Et vous allez me dire que ce n'est pas le coup d'État de la France. Et je m'en vais terminer son courrier parce qu'il a dit encore des choses ahurissantes. Il dit nous sommes reconnaissants, là il va flatter un peu maintenant le président de la commission électorale, nous sommes reconnaissants et aussi que votre tâche n'est pas facile. Mais la République française que je représente s'engage à protéger toute personne qui permettra à la République de Côte d'Ivoire d'aller enfin vers une vraie démocratie pour enfin établir l'unité nationale tant recherchée. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est une sorte de subtilité pour dire tu seras protégé. Tu seras protégé, c'est même pas t'inquiéter. Parce qu'il dit vraiment, la République française que je représente s'engage à protéger toute personne qui permettront à la République de Côte d'Ivoire d'aller enfin vers une vraie démocratie. Et si on dit que c'est Dr Boga qui interprète les propos de la lettre, calmez-vous, parce que la suite est encore plus limpide pour vous, dont l'esprit est un peu limité, excusez-moi. Il dit ceci, vous disposerez du soutien sans faille de notre ambassadeur, du ministère des Affaires étrangères, pour une facilitation de votre mission. On comprend pourquoi l'ambassadeur de France, accompagné de celui des États-Unis, ont été à côté de M. Youssouf Bakayoko lorsqu'il était à l'hôtel du Golfe pour prononcer les résultats. C'est ce que M. Nicolas Sarkozy a promis. Pour faciliter toute votre mission, vous aurez à côté de vous l'ambassadeur, le ministère, tout le monde est à disposition. Et puis il va plus loin et il ajoute, afin de nous permettre, nous, présidents, d'orienter au mieux nos démarches diplomatiques, il est nécessaire que notre ambassadeur soit informé de façon quasi automatique de la suite des événements. Wow. Mesdames et messieurs, quand vous entendez ça, est-ce que vous avez besoin d'aller chercher qui est l'auteur du coup d'État? Qui a fait qu'on a bombardé notre pays? Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? Non, tout est là dans la lettre. Et quand je vois la légèreté avec laquelle l'ambassadeur de France a répondu à tous les journaux qui ont diffusé cette lettre, je dis, oh là là, c'est trop gros. La France peut faire mieux. Vous ne pouvez pas salir le président français comme cela. C'est pour cela que je peux me permettre aujourd'hui d'en parler. Parce que ce sont des faits. Ce 11 avril 2011, c'était un coup d'État de la France contre la démocratie, contre les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, contre le président Laurent Gbagbo, contre le peuple souverain de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, en terminant donc cet exposé, je vais quand même donner le dernier point, c'est-à-dire, dans le dernier point, est-ce que c'était la France seule qui était complice du coup d'État? Est-ce que c'est la France seule qui a fait ce coup d'État? Non, évidemment. Non, évidemment. Premier élément du coup d'État. Chers amis, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a des fils de la Côte d'Ivoire, les opposants ivoiriens. En premier lieu, c'est Alassane Ouattara, évidemment. C'est lui. Oui, bon. C'est lui le chef de file de l'opposition, mais c'est lui le brave chef. Oui, c'est lui qui a les carnets d'adresse. Oui, c'est lui qui a les amis. Oui, c'est lui qui... je les voyais encore lors de leur rencontre du RHDP récemment, le jour où ils ont choisi leur rond Koulibaly. Je dis ça encore, je crois que c'était
Patrick Hachi, le ministre Patrick Hachi, qui disait, je me rappelle encore, Monsieur le Président, on était assis de votre téléphone, vous décantiez les problèmes, on était là, vous appelez tel président. Oui, c'est ça. Ce sont tous ces gens-là qui sont les auteurs du coup d'État au plan interne. Évidemment, le président Bédié y était. Ce qui est intéressant, je ne vais pas dire ça deux fois, parce que le président Bédié aujourd'hui, de sa posture, ce n'est que des regrets. Ça veut dire qu'il a été berné, il s'est trompé. Il aurait dû privilégier l'amour du pays par rapport à tous ces... Voilà. Je dis toujours aux gens, entre les milliards en banque et les valeurs que tu sèmes dans ta république, dans ta patrie, il n'y a pas de comparaison. Les hommes les plus puissants de la planète, ce n'est pas Bill Gates. Ce sont les hommes qui agissent, les hommes qui pensent. C'est ça qui fait avancer le monde. Donc, bref, le président Bédié s'est ressaisi aujourd'hui. Évidemment, il fait la rébellion. Guillaume Soro s'est rétracté aujourd'hui. Mais bon, tout ça, ce sont les acteurs internes du coup d'État qui ont aidé la France. Parce que la France n'a pas agi dans le vent. C'est pour ça qu'on nous dit que, dans les livres d'histoire, que lorsqu'il y a eu la négritude, pardon, pas la négritude, l'esclavage, par la traite des Noirs, les gens agissaient par des Noirs. Nos confrères, voilà, ici est un confrère. Tout le monde contre Laurent Gbagbo, tout le monde contre lui. Et l'opposition, et les rebelles. Il n'y a personne dans le pays pour le soutenir. Il était seul. Donc oui, la France a agi. Mais la France a agi parce qu'il y avait une fenêtre. Il y avait un lézard. Il y avait une fissure. Donc la France a frappé dans la fissure. Vous avez dit, mais pourquoi la France cherche tout? Non, c'est que vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas ce que représente la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas compris ce que c'était la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest africaine. Même dans les pays francophones, le poids de la Côte d'Ivoire, la France sait. Elle sait. C'est pour ça qu'elle nous fatigue. Merci beaucoup, docteur Sako Gervais, pour ces différents exposés sur l'arrestation du président Laurent Gbagbo ce lundi 11 avril 2011. C'est vrai que ça donne quand même des larmes assez chaudes lorsque vous nous replongez ainsi dans cette triste histoire, une histoire, on va le dire, assez quand même lugubre, l'arrestation d'un chef d'État comme celui de Laurent Gbagbo. Vous avez bien fait d'ailleurs de prendre cet autre exemple, celui de Mohamed Kadhafi, le guide libyen, tous tombés justement sous le joug de Nicolas Sarkozy. Alors nous allons aller au standard avec bien sûr ces téléspectateurs qui souhaitent également réagir suite bien sûr à cette date commémorative. Et puis nous allons du côté de Douala avec le tout premier appelant. Bonsoir et bienvenue. Allô? Allô? Bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Allô? Allô? Nous vous écoutons, monsieur, allez-y. Allô? Monsieur, vous êtes en direct, allez-y. Disent pas quelle convention qu'ils ont avec la France. Le problème est seulement très simple. Nos présidents ne nous disent pas quelle convention qu'ils ont avec la France. C'est ça qui est le problème de l'Afrique. La population ne connaît rien. Ils nous imposent. Ils nous imposent seulement leur système. Alors, monsieur, évitez de vous réécouter lorsque vous appelez. Donc, j'en appelle quand même un peu à l'indulgence du standard. Lorsqu'un téléspectateur se réécoute, vaudrait mieux ne même pas le prendre en direct. Parce que voilà, lorsque le téléspectateur se réécoute, il y a des interférences et puis la communication n'est pas fluide. Et donc, pour vous qui nous rejoignez à l'instant, vous pouvez composer l'un de ces numéros, comme c'est le cas avec vous, Madame Alice. Bonsoir et bienvenue.
Nous avons Madame Alice au standard. Bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, le peuple ivoirien. Aujourd'hui, le 11 avril, est une journée ou un jour triste pour nous, les Ivoiriens. Je peux parler là? Allô? Allez-y, madame. Allô? Allez-y, madame Alice, nous vous écoutons. Vous êtes en direct. Je disais qu'aujourd'hui, bonsoir ma soeur, je disais qu'aujourd'hui est une journée ou un jour triste pour le peuple ivoirien, pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Laurent Gbagbo est le poumon des Ivoiriens. Laurent Gbagbo est notre guide. Laurent Gbagbo, il nous a ouvert les yeux. C'est grâce à Laurent Gbagbo qu'on a vu, on a compris aujourd'hui que la Côte d'Ivoire n'était pas un pays indépendant. Cet homme, il a fait de telle sorte que les Ivoiriens sont aguerris. On n'a peur de rien. Laurent Gbagbo, quand les Ivoiriens pleurent, il pleure avec nous. Quand les Ivoiriens sont en détresse, il est toujours présent. On se rappelle que Laurent Gbagbo était en Italie quand la Côte d'Ivoire était attaquée. Ils ont voulu le bloquer en Europe. Il a dit non, mon peuple souffre. Je rentre pleurer avec mon peuple. Aujourd'hui, nous sommes comme des orphelins. Nous sommes restés sans père, en fait. Nous voilà aujourd'hui perdus dans la vie. Nous sommes perdus, nous sommes complètement déboussolés. On ne sait pas sur qui mettre notre épaule. On n'a pas de repère, on est perdu. Voilà la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà la démocratie qu'ils ont installée en Côte d'Ivoire. Il nous a imposé un monsieur, on ne sait pas qui il est, d'où il vient, avec sa femme. Les Ivoiriens sont en détresse avec cette histoire de coronavirus. Il a pris la poudre d'escampette, il est allé s'asseoir à Sini. Il a trahi les Ivoiriens en disant qu'il est Ivoirien. Il a trahi nos frères du Nord. Il a dit du n'importe quoi en disant qu'il est Ivoirien et qu'il vient du Nord. Aujourd'hui, ceux du Nord pleurent. Ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gel, ils n'ont rien. Et lui, il est allé s'asseoir à Sini, faire la belle vie là-bas, pendant que les Ivoiriens sont en train d'être décimés. Et ce qui est encore plus grave, il demande à ce que les gens soient confinés. Pendant ce temps, lui, il continue de battre campagne. Il continue de battre campagne. Il continue de changer la constitution. Il continue de changer le code électoral. Pendant qu'il dit que les Ivoiriens doivent être confinés, pendant que les vieux doivent être confinés, mais eux, ils profitent en ce moment précis où tout le monde est perdu. Au lieu de rassurer les Ivoiriens, au lieu de distribuer les masques, les gels pour protéger les Ivoiriens, lui, sa famille, ils sont allés s'asseoir à Assini, abandonner le peuple dans abandonner le peuple. Et c'est lui-là qui est Ivoirien, là. Est-ce que un Ivoirien peut se comporter comme ça envers ses frères Ivoiriens? Gbagbo Laurent peut se comporter comme ça? Même Kona Bédié ne peut pas se comporter comme ça. Guillaume Soro, même que je ne supporte pas, il ne peut pas se comporter comme ça. Il a même fait partie. Il a même fait parvenir des gels en Côte d'Ivoire et le RHDP, ils ont bloqué ces gels-là pour ne pas que les Ivoiriens se soignent, pour que les Ivoiriens meurent. Donc je m'arrête là parce que je ne suis pas seule et je vous remercie. À vous, hein, Madame Alice, pour cette brève participation, ce que nous conseillons d'ailleurs à tous ceux qui appelleront également. Madame Cissé, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Linda et bonsoir à mon frère Bougassako. Bonsoir à ma soeur Alice qui vient d'appeler, Madame Yao, aussi Badou, je vous salue. Comme elle a dit, hein, le 11 avril, c'est une histoire noire, c'est triste, c'est l'histoire la plus triste
comment on appelle, de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Permettez-moi la répétition. Au nom de cette demonstration of crazy, ou de cette demon crazy que les Occidentaux nous disent qu'ils viennent installer, voilà ce à quoi nous sommes réduits aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit retenir? L'histoire doit retenir que la France, aidée par les pays voisins, le Burkina, avec le Mali, tous les pays voisins, à des voyous, des mercenaires. Des mercenaires sont venus en Côte d'Ivoire renverser un chef d'État légalement élu et mettre des voyous à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on doit retenir en gros dans ce qui s'est passé. Et depuis ça, la Côte d'Ivoire est défigurée, elle est déplanifiée. Quand je dis que la Côte d'Ivoire est déplanifiée, c'est quoi? Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus droit aux terres. On a arraché les terres aux Ivoiriens. On a vendu tout ce qui est patrimoine de l'État ivoirien à des étrangers, aux Marocains, aux Français qui se font la part belle. Aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont plus de carte d'identité. Les Ivoiriens sont étrangers chez eux. Les Ivoiriens n'ont plus à manger. Sur le plan économique, c'est la faillite de l'État. Il y a les entreprises, tout le monde crie famine. On vous a dit que 90% il y a taux de chômage, ce qu'on n'a jamais vu. Le cacao aujourd'hui est payé au prix le plus bas. Et c'est pendant la Côte d'Ivoire qui est là. Et ça fait pitié. Nous sommes dans une misère indestructible. Maintenant, concernant le coronavirus, je vous ai dit ce matin que, c'est-à-dire l'exemple le plus mauvais qui soit, c'est-à-dire le plus mauvais exemple qui soit, c'est l'exemple le cas de la Côte d'Ivoire, où les dirigeants ont livré la population au coronavirus en les abandonnant à leur sort et en allant s'enfermer sur une île balnéaire. Et voilà, les médecins qui sont en grève, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas comment dirais-je, ils n'ont pas de cache-nez. Et c'est ça la réalité. Et quand le ministre de la Santé sort et vient nous dire qu'on a 100 lits et 25 masques, alors qu'on dit qu'on a affaire à la 5e puissance économique du monde, avec un taux de croissance à 10 chiffres, mais vous voyez qu'on ne peut pas accepter cela. C'est-à-dire que les Ivoiriens ont été floués, pour ceux qui croyaient à ce régime-là, ils ont été floués. Aujourd'hui, même ces partisans même sont déçus, ces partisans même n'en veulent plus. Donc, après ça, je pense que quand on va sortir de ce corona-là, je pense que ceux-là, ils seront chassés. Parce qu'ils n'ont plus rien à prouver en matière de cruauté. La cruauté est allée au summum, à son summum. Ils n'ont plus rien à prouver en matière de cruauté. Nous avons affaire à des gens cruels. Ils sont venus juste s'enrichir avec leur clan. C'est ça, c'est ce qui est là. Linda, je crois qu'on va tourner cette page-là. C'est une page assez douloureuse de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Cissé pour cette participation. Le standard qui reste ouvert. Et puis nous allons du côté des États-Unis avec notre téléspectateur. Bienvenue à vous. Allez-y, monsieur, vous êtes en direct. Alors, si le monsieur ne peut donc s'exprimer, peut-être prendre un autre téléspectateur en attente justement. Alors pour vous qui nous rejoignez à l'instant, c'est une édition spéciale qui voilà revient sur les événements du 11 avril 2011. Du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire, ce fameux jour, le président Laurent Gbagbo a été donc arrêté. Il a perdu face bien sûr à son adversaire Alassane Ouattara, lui qui s'est fait justement appuyer par des forces étrangères, notamment les forces françaises et celles de l'ONU, car ce n'est qu'ainsi qu'il a donc pu avoir le président Laurent Gbagbo. Nous repartons au standard. Bonsoir et bienvenue.
Nous avons Zerfel au standard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Lida, bonsoir les techniciens, bonsoir à tout le monde. Moi je ne serai pas long parce que tout simplement le docteur Sako il a tout dit là, donc il n'est pas long. Tout simplement ce que je veux rappeler à mes frères, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est pas normal. Dans un pays où on parle de 1700 milliards, 1700 milliards, c'est pas 1700 francs. On parle de milliards. Et on donne des kits. Comment tu peux aller dans les quartiers bas et tu envoies choses, tu fais pas chose à campagne. Tu vas aider des gens ou tu fais la campagne. Comment on met choses, dans des sachets avec la photo de choses de Gon Koulibaly et on ne sait pas ce qu'ils ont mis dans ces sachets-là. Et puis ils vont donner à des gens dans les bas quartiers là-bas. Et ces personnes commencent à remercier, le Gon Koulibaly d'avoir pensé à eux. Mais malheureusement, je n'ai pas vu le contenu, ce qui était dans ces sachets-là. Je n'ai pas vu, mais c'était déplorable. Parce que c'est l'argent des Ivoiriens. Ce n'est pas l'argent de Gon Koulibaly. Donc ce genre de comportement qu'ils ont présentement en Côte d'Ivoire, ça n'arrange personne. Parce que présentement, ce qu'ils sont en train de faire, parce que ceux qui les entourent, ceux qui les regardent aujourd'hui faire, demain, quand on va agir, ne dis pas que ne criez pas à la xénophobie. Parce que ce que vous avez fait hier, c'est ça que vous avez payé demain. Ça, c'est la moindre des choses. Parce que de deux, pour quitter maintenant, et les choses, les enfants sont organisés. Acheter, ces produits pour laver la main, des choses, alcool, là. Et les mêmes gars se présentent devant ces jeunes en leur donnant des petits chocs et des papiers collants pour donner, des voitures qu'on appelle baka, ce sont des voitures et des camions pour transporter des gens chez nous qu'on appelle des baka, pour donner aux apprentis pour coller dans leur baka, pour montrer aux gens comment ils vont s'asseoir, comment ils vont se comporter. Sans scotch, rien. Et on leur donne un t-shirt. Ce t-shirt va protéger le cache-nez ou quoi. Moi je ne sais pas si le t-shirt remplace le cache-nez. Moi je ne comprends pas. C'est ça que, vraiment, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Je m'arrête là parce que vraiment, ça fait mal au cœur. Quand tu vois ton pays en train d'aller au fond de la forêt, vraiment ça fait mal. Merci Linda, ça m'avoir donné quelques minutes. Merci également à vous, Zerfel, d'avoir été bref. Nous allons prendre Eddy. Vous êtes en France. Bonsoir. Linda Lili, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Bonsoir à Delphin, à Marc, à M. Margot, Mme Cissé, Mme Yao, et à tous ceux qui nous suivent. Madame Linda, j'aimerais qu'on reste vraiment dans la thématique de ce que vous avez écrit aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on fasse un peu de débordement, bien qu'il y ait quand même des urgences. Moi, il y a 3 éléments qui m'ont marqué dans cette crise ivoirienne. Le premier, c'est lorsqu'on a mis le gilet pare-balles sur le président Laurent Gbagbo. Le deuxième, c'est ce militaire qui l'a revêti de ce gilet qui n'est plus de ce monde, qui appartenait au groupe de Soro-Guillaume. Et le troisième, c'est l'image que j'ai vue à l'Élysée, quand j'étais là, l'embrassade entre monsieur Jacques Chirac, feu Jacques Chirac, et monsieur Sarkozy, vers lequel il lui a dit, n'oublie pas le dossier de Côte d'Ivoire. Je le dis en connaissance de cause. Vous savez, la raison fondamentale de cette guerre, c'était le cri de cœur du patronat du CAC 40, en particulier les chocolatiers, qui ont dit, attention, attention, il risque d'avoir une crise de chômage ici si jamais le président Laurent Gbagbo perdure dans cette crise que nous avons créée. Donc, il faut à tout prix abroger son mandat, sinon ça aura des conséquences très graves. Madame Linda, si les Ivoiriens ne savent pas, je peux le dire. Parce que, savez-vous que durant cette guerre, depuis qu'il y a eu la séparation entre le Nord et le Sud, il y avait déjà des sociétés belges et françaises qui exploitaient l'or en complicité avec la rébellion où il y avait un 50-50 qui se faisait. Savez-vous également qu'il y avait un trafic d'armes qui était fait durant cette époque? Bon, ça c'est un premier pas. Deuxième point, c'est que cette programmation, elle avait été faite en accord avec le Quai d'Orsay.
où ils avaient décidé de le déporter comme ils avaient fait Samori Touré, comme ils avaient fait également Baba Béhanzin, tous ceux qui étaient récalcitrants pour que ça serve de leçon à toute la zone franc, c'est-à-dire CFA de l'Afrique de l'Ouest et la zone franc de l'Afrique centrale. Voilà pourquoi ces trois pays que sont RDC, Cameroun et Côte d'Ivoire sont sur leur carte pour laquelle ils ont des yeux dessus. Et quels que soient les moyens, il faut à tout prix protéger ce précaré. Alors, moi, ce que je peux demander à l'Afrique, et en particulier à la Côte d'Ivoire, c'est de saisir cette opportunité pour pouvoir sortir définitivement, je dis bien définitivement, de ce jour. À la manière de Castro, lorsqu'ils en avaient marre de ce pro-espagnol qui avait pris le pays et pour lequel il y a eu une révolution. Et il faut qu'il y ait cette nouvelle, cette forme de révolution en Côte d'Ivoire pour dire non à la France. Parce qu'aujourd'hui, si jamais la Côte d'Ivoire sort de ce précaré, c'est la chute totale de la mer Colomb et nous serons véritablement libres. Alors je ne vais pas rester trop longtemps. Je vous souhaite une bonne continuation et que vive la Côte d'Ivoire de demain et vive cette nouvelle Côte d'Ivoire. À bientôt. Voilà, merci à vous Eddy, merci pour cette participation. Nous allons prendre le pasteur Soa qui est en ligne depuis le Ghana. Bonsoir pasteur Soa. Salut Boga Sako. Vous me Pasteur Soa, nous vous écoutons. Je salue Boga Sako. Je salue Afrique Média en ce soir. J'aimerais saluer en ce jour est un grand jour. Et un jour pas comme les autres. Aujourd'hui, je vais rendre hommage aux réfugiés que nous sommes. Et saluer le président de la CPI, le président Pasteur Zouane. Je voudrais saluer également aussi le ministre Kone Katina, aujourd'hui président de la coordination FPI en exil, ici au Ghana. Je voulais saluer le vice-président Damana Picasso. Saluer aussi Don Melo, le savant, le grand, qui est aussi quelque part. Je voulais saluer également le président de la cellule, l'ancien Djolobi Ambroise, qui a aussi souffert de cette arrestation toujours, dont nous, les pasteurs, nous avons prié. Je veux aussi saluer aujourd'hui, sans oublier aussi Mme Soa, qui a aussi suivi son mari ici en exil, cependant qu'attendre qu'une femme baoulée, et ce n'était pas facile. Vraiment, je vais saluer tous les réfugiés qui sont un peu partout au Ghana. Je voulais saluer également corps à corps, je voulais saluer ces femmes. L'idée de dire, je vais dire en ce jour, en gardant 30 secondes ou bien, je peux dire 5 secondes de silence parce que nous sommes calmes aujourd'hui, nous, tout le Ghana, comme c'est que les réfugiés sont calmes, nous sommes tristes. Nous sommes tristes parce que ce jour, nous rappelons et nous continuons de pleurer. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo est encore dans les liens. Le président Blaise Boudé est encore dans les liens. Nous souffrons et la Côte d'Ivoire, nous pleurons chaque jour parce que ce que nous voulons de la Côte d'Ivoire, ce que le président Laurent Gbagbo était en train de faire pour le bien-être des Ivoiriens, ce n'est pas ce que nous voyons. Aujourd'hui, nous voyons également une politique de la terre brûlée, une politique en Côte d'Ivoire également qui a dans des filles, une politique également, ce n'est pas une politique sociale. Aujourd'hui, c'est une politique d'ethnie. Et nous souffrons aujourd'hui. Et le pays est revenu en arrière pendant 50 ans. Et aujourd'hui, nous sortons vraiment avec un recul de tout ce qu'on appelait l'avancement que le président Laurent Gbagbo avait mis comme démocratie et le social et également tout ce qui était les ressources ivoiriennes qui devaient être partagées par les enfants de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Pourquoi? Parce que la CPI n'a jamais dit quelque chose qui est vrai. Et la CPI ne dit jamais quelque chose qui est vrai. Pourquoi? Parce que le président Laurent Gbagbo, nous voulons pas sortir et nous voulons qu'il sorte. Qu'est-ce qui se passe? C'est pendant que Ouattara et la police sont en train de se faire en Côte d'Ivoire, la CPI ne les a jamais interpellés, il ne les a jamais appelés. Nous ne comprenons pas. Donc, c'est ce qui fait que quand nous constatons ce coronavirus, c'est le même complot. Et c'est le même complot aujourd'hui qui dit que nos gars aujourd'hui à la CPI. Je vais finir pour dire que vraiment, que la grâce de Dieu soit avec Afrique Média et que Dieu vraiment bénisse vraiment le peuple camerounais. Parce que c'est grâce à Afrique Média aujourd'hui qu'on a su que le président Laurent Gbagbo souffrait vraiment à la CPI et que le président Laurent Gbagbo est sorti de Boudé
étaient là-bas et il y avait l'injustice. Et les hommes, s'il n'y avait pas Afrique Média, France 24, c'est les TVC, c'est tout cela qui allait nous raconter la vie. Les gloires sont rendues au Seigneur. Et nous avons l'espoir qu'au grand jour, tous ceux qui sont les réfugiés partout dans le monde entier, que la grâce de Dieu soit avec eux. Parce que nous avons l'espoir, nous savons qu'avec. Merci, Pasteur Soua. Nous allons prendre Marc depuis la France. Bonsoir à vous, Marc, et bienvenue. Bonjour, ma très chère sœur Linda Dédé. Je salue le call center. Voilà, permettez-moi comme ça rapidement de faire un petit coucou à ma clique. Kanfa Awana, Pasteur Soa du Ghana, Sapak, Patrick, Delta Bujumbura, Teddy de la France, Margot, Cameroun, Badoué, Kofi de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui apportent leur contribution pour la cause. Alors, une fois que j'ai dit ça, par rapport à cette thématique de ce soir sur la Côte d'Ivoire, moi je pense qu'il faut juste qu'on ait un peu de recul pour analyser et en tirer quelques substrats de cette thématique et surtout des événements. Donc, moi je peux dire que, comme les gens, le président Gbagbo, vous savez, Dieu, il utilise l'homme comme son outil, c'est-à-dire pour mettre pour passer ces messages. Et moi, je pense que tous ces épisodes qu'on voit à travers Afrique Média qui sont diffusés doivent être imprégnés dans l'esprit de tous les Africains et en particulier les Ivoiriens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, la France, les Nations Unies, c'est les deux entités qui sont pareilles. C'est-à-dire que c'est des monstres foi. Les Nations Unies sont juste en échelle un peu plus élevée que la France. Donc, ce que moi je vais demander aujourd'hui, c'est déjà quelque chose qui nous permet de commencer à réfléchir et de nous projeter. Et c'est pour ça que je demande désormais à mes frères ivoiriens, qu'est-ce qu'on doit faire dans de telles circonstances avec tous les éléments qu'on a aujourd'hui? Comment doit-on faire pour éviter que prochainement les choses ne puissent plus se passer de cette manière-là? Donc, cette piste que moi je peux proposer, c'est quoi? C'est que déjà pour commencer, que ce soit en Côte d'Ivoire ou partout ailleurs en Afrique, vous savez, les gens ont réussi à nous diviser avec des religions. Et je vous assure, pourquoi je dis que je ne crois pas aux religions? La seule vraie religion dans ce monde, c'est la religion d'amour. Vous savez, c'est comme ça que je vois ma vision. Pourquoi je dis ça? Depuis que les Africains souffrent du franc CFA, des génocides de la France et des Nations Unies, tout ça, où est-ce que vous avez vu, par exemple, les imams se soulever pour dire, écoutez, ça c'est de l'injustice? Où est-ce que vous avez vu les chrétiens ou bien le pape et tout cela se prononcer ainsi de suite? Aucun. Pourquoi? Parce que chacun tire son marron du feu et donc ils se taisent. C'est pour ça que nous sommes dans cette lutte, nous sommes seuls. Et il ne faut pas que les Africains se permettent déjà de se tuer, de s'entretuer à cause de ces religions. Et une fois que j'ai dit ça, je vais demander encore une fois de plus à mes frères ivoiriens. La seule option qui reste, mes frères, il ne faut pas se leurrer. Si vous pensez que ça va tomber du ciel, là vous allez taper dans l'eau. Donc la seule option là, c'est l'organisation, orientation et revenir prendre en charge la France. On doit se débarrasser tranquillement de la France. Il faut qu'elle comprenne. C'est-à-dire, elle a la force, comme vous le dites. Mais, on est combien? Il suffit que les Africains décident, elle va partir. Donc, ça ne sert à rien qu'on jette le pauvre sur Alassane. On sait déjà qu'Alassane est comme ça. Maintenant, qui est notre principal ennemi? C'est comme ça qu'on doit faire. Donc, il faut d'abord, si jamais la France met un blocage, c'est la France qu'on doit, avant tout, chercher à faire comprendre qu'elle nous libère. Et elle doit libérer parce que la force va s'imposer tranquillement. Mais ça ne va pas venir tranquillement, mais ça va venir avec une détermination et une volonté dans l'organisation, une orientation avec la force de chacun. Chacun doit apporter sa contribution. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, mes très chers frères ivoiriens, nous sommes en guerre, ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez commencé. Je reconnais en vous. Voilà. Merci Marc depuis la France. On comprend que lorsque vous prenez quand même l'antenne, vous voulez tellement vous exprimer, nous le comprenons, mais soyons brefs. Alors, nous avons notre très chère Madame Yao ce soir.
Bonsoir. Madame Yao? Bonsoir, Madame Linda. Bonsoir. Bonsoir au professeur Boga. Bonsoir à tous les frères. Madame Linda, vous savez, c'est avec les larmes aux yeux que je vous parle, Madame Linda. Parce que l'image que vous montrez, où le président Laurent Gbagbo est assis dans le fauteuil, et puis des énergumènes qui n'ont même pas CP0, des vauriens. Vous avez vu comment son visage là? Vous avez vu le visage du président Laurent Gbagbo? Il a été frappé par tous ces gens-là, ces étrangers qui sont venus d'ailleurs. Madame Lina, je continue de pleurer quand je vois ces images-là. Nous souffrons. Le président Laurent Gbagbo nous manque. Alors, Madame Yao, nous comprenons bien sûr, hein, nous comprenons ces sentiments. Ce sont des images pas du tout gaies quand on sait que c'est quand même un chef d'État qui à la fin se retrouve, comme un vulgaire bandit. Et d'ailleurs, le professeur Dr Boga l'a dit tout à l'heure, il a pris d'ailleurs le cas même de Muammar Kadhafi. Lui, dont le corps a été traîné, on aurait dit un vulgaire bandit, tout simplement parce que, voilà, certains inconscients, on va le dire ainsi, exécutaient les ordres de la France. Nous allons rester au standard avec un autre appel, je crois, de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Qui s'est passé sur l'arrestation de Laurent Gbagbo, c'était pour vous annoncer que bon, ça nous a attristé tous, mais à force de pas. Je crois que nous avons perdu ce téléspectateur, mais nous rappelons quand même que le standard reste ouvert pour vous permettre de nous retrouver sur cette plateforme. Un autre appelant ce soir, toujours de la Côte d'Ivoire. Bonsoir et bienvenue. Allô? Bonsoir monsieur, nous vous écoutons. Alors, décidément, du côté de la Côte d'Ivoire, ça passe pas ce soir. Nous partons aux États-Unis pour retrouver Monsieur Jean. Bonsoir. Et nous sommes aussi contents parce qu'il a restitué la vérité. Ce jour, nous nous inclinons devant les morts qui sont tombés sous les balles de la France et ses siens. Pas seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les pays francophones en général. Vous voyez, et ce n'est pas seulement Boga, je vais citer les éléments locaux qui étaient complices du coup d'État de la France en Côte d'Ivoire. Il y a aussi le clergé catholique. Le clergé catholique, mettez l'accent sur ça beaucoup, parce que ce n'est pas là le travail qu'ils avaient fait, qu'ils devaient faire. Il faut qu'ils se répandent et qu'ils, cette fois-ci, qu'ils restituent la vérité. Et pourquoi je dis ceci? Parce que la France, c'est un pays, nous l'avons dit, c'est un pays qui ment, qui roule, c'est-à-dire qui ment, qui manipule. Il est temps que les Africains voient effectivement l'état d'âme de ce pays-là, et surtout ses dirigeants. Vous voyez, nous avions dit que tant que Gbagbo et Blé seront à l'arrêt, le monde entier viendra connaître la France. C'est pas encore fini, hein. Vous verrez plus tard. Alors du courage aux Africains, du courage à ceux-là qui se battent dans le silence pour que la dignité africaine soit restaurée aux Africains. Et aussi nous invitons nos frères et sœurs qui sont manipulés par la France que de changer, de se repentir
et de cesser de jouer ce jeu de la France, parce que la France les utilise juste. Alors, l'État de dire merci pour le travail, et nous sommes à l'écoute, et nous encourageons le travail que vous faites à Afrique Média, et surtout nous envoyons un message au pays de G5 Sahel, à ces présidents-là, ceux qui continuent d'écouter, de se soumettre aux lèvres de la France. Détournez-vous. Mais si vous ne refusez pas, Dieu lui-même fera le travail. Et vous verrez. Merci à vous. Merci pour cette participation. Merci également pour les encouragements. Nous allons essayer encore avec la Côte d'Ivoire en espérant que cette fois-ci, ce sera la bonne. Bonsoir à vous et bienvenue. J'espère que vous nous recevez très bien. Allô? Je vous écoute. Allez-y. Nous vous écoutons. Hein. Allez-y. Vous avez la peine? Nous vous écoutons, cher monsieur. Allez-y. Bon, donc je commence. Hein. Je voudrais vous saluer l'Afrique Média. Alors, je crois que la correspondance n'est pas bonne avec la Côte d'Ivoire pour cet appel. Nous allons prendre un autre téléspectateur, cette fois-ci, qui nous vient de la ville de Douala. Bonsoir à vous. Laurent Gbagbo est un très grand patrimoine. Nous aimons ce monsieur vraiment et je me suis du côté de Madame Cissé et je pense que les Ivoiriens ont été trahis. Cette France, je ne sais pas vraiment là où la France est. Cette Français-là, je pense que nous, les Africains, nous devrons nous prier, nous entendre, ou dire non à l'Occident. Ce n'est pas seulement la France seule. Non à l'Occident. Si nous rentrons dans nos cultures que des gens sont venus ici avec la Bible, nous trahir, je pense que l'Afrique pourra s'unir. Quand je regarde un monsieur comme Laurent Gbagbo être humilié dans le monde entier, et les gens restent tranquilles, des images défilent. Par exemple, je ne peux pas vous mentir, mais quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui avec le coronavirus, ces gens-là sont frappés aujourd'hui, on pense que c'est quoi? Ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, Dieu les a laissé un peu de temps, ils ont fait tellement de choses aux Africains, ils ont noirci les Africains, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais aujourd'hui, la France, ces pays-là vont comprendre que c'est la fin. Dieu est fâché contre eux, il faudra qu'ils se répandent. Même la messe qu'ils ont fait là-bas au Royaume-Uni, demander les excuses aux pays africains, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, madame Linda. Il faudra que ces gens-là nous libèrent et qu'on nous laisse et qu'on nous ait notre franc et qu'on nous gère nos propres structures à nous-mêmes. Cette image du 11 avril là, c'est une image très belle. Avec des morts sur la main. Avec quelqu'un qui est condamné, il ne peut plus rentrer dans son pays. Qu'est-ce qu'on dit? Et certains Africains, ils sont pour. On ne comprend pas. Quand vous regardez cette histoire de coronavirus, il y a certains chefs d'État qui ont pris 1000 milliards. 1000 milliards pour faire quoi? 1000 milliards pour vendre le peuple. Là, madame, je dis merci et je ne veux pas monopoliser la parole. Et franchement, bonne continuation, merci. Voilà, merci pour tous ces appels. Merci également pour toutes ces contributions par téléphone. Nous rappelons que c'était le tout dernier appelant pour cette édition spéciale. Nous allons aller retrouver le docteur Boga Sarko-Gervais, justement pour sortir de cette édition consacrée bien sûr à la date commémorative du coup d'État de la France contre la démocratie et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire.
Alors, docteur Boga, c'est vrai que tout à l'heure, plusieurs questions ont été soulevées, notamment sur ce qui va se passer pendant et après l'élection présidentielle qui est prévue au mois d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Après, bien sûr, des images qui sont toujours là, qui ne disparaîtront jamais pour les panafricains. Madame, je voudrais remercier tous les compatriotes qui sont intervenus. Merci à pour toutes les contributions. Je pense que ça a été une commémoration utile. Utile parce que je l'ai dit en ouvrant ce débat et je le dis en terminant ce débat. Le 11 avril doit être une date mémorable pour la Côte d'Ivoire. Lorsque la Côte d'Ivoire va renaître à la fin de 2020, il faudrait que le 11 avril, de mon point de vue, soit érigé comme une journée nationale pour la souveraineté. La journée où la Côte d'Ivoire a été blessée, mais c'est à partir de cette journée-là aussi que l'orgueil des Ivoiriens s'est remonté et que finalement le patriotisme, la résistance que le président Laurent Gbagbo a initiée a été poursuivie jusqu'à ce jour. Maintenant, il faut terminer très bien et en beauté le travail de ce coup d'État que la France a perpétré dans la Côte d'Ivoire. Il s'agit de tout faire pour que le président Laurent Gbagbo recouvre toute sa liberté pleine et entière. Et qu'au besoin qu'il retourne dans son pays et que lui seul décide des jours de l'avenir qu'il voudrait pouvoir faire. Il aura 75 ans bientôt au mois de mai. Je pense que c'est à lui de décider. Mais il a le droit. Il a le droit, à partir du moment où il a été acquitté, de recouvrer toute sa liberté. Et c'est pareil d'ailleurs pour le ministre Charles. Je voudrais dire aussi que c'est, pour les Ivoiriens, c'est un devoir de tout faire pour que le parti de M. Ouattara, qui est le reflet de la France-Afrique, ce virus France-africain qui transforme, qui tressaillit, alors qu'il réjaillit dans le RSDP, doit être goûté de la Côte d'Ivoire de façon démocratique. Et pour cela, il faut se mobiliser pour qu'après cette histoire de coronavirus, les Ivoiriens se mettent ensemble pour que l'élection, vous savez, chère madame, et vraiment c'est ahurissant, mais M. Ouattara a profité de ce coronavirus pour prendre une ordonnance pour lui seul décider du code électoral nouveau pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a un pays dans la demeure. Et on n'est pas d'accord avec la commission électorale indépendante qui vient rajouter, comment dirais-je, la loi électorale que lui seul a décidé. Mais les Ivoiriens doivent se préparer. Parce que la seule façon de redorer le blason de la Côte d'Ivoire, de restaurer la souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est de tout faire pour que, en 2020, à la fin de cette année, le régime de Ouattara, le régime État, le pouvoir État, en tout cas l'État parti, tout ça puisse être mis dehors pour que la Côte d'Ivoire puisse renaître. Merci beaucoup à Afrique Média, merci à tous les téléspectateurs, merci à tous les compatriotes qui sont intervenus. C'est dommage pour ceux qui ont appelé sur le WhatsApp et tout, parce que nous étions concentrés sur la télévision. Merci aux responsables de l'Afrique Média, à tous les techniciens. C'était une journée mémorable. Et vive le confinement, mais très vite que la vie redevienne normale, que chacun retienne que l'humilité est le plus important dans la vie. Quels que soient vos milliards, quels que soient vos titres, vous n'êtes rien devant la vie, devant la valeur de la vie. Merci au président Laurent Gbagbo et à son épouse. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, merci également à vous, docteur Boga Sako.